Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Myrne et je vous invite à venir avec moi à travers les épisodes de ce podcast à la rencontre d'une étoile. Il ne s'agit pas ici de parler astronomie, mais plutôt de partir ensemble à la rencontre de personnes qui, de par leur parcours, leur force de caractère et leur motivation, ont réussi à construire une vie qui leur corresponde et ainsi briller comme des étoiles. Que ce soit à travers leur métier, leurs loisirs, leurs projets, etc. J'espère de tout cœur que ces épisodes vous donneront une bonne dose d'inspiration et de motivation ou vous permettront tout simplement de faire la connaissance de ces personnalités. Dans ce 7e épisode, nous allons à la rencontre de Manchan Jamtunj, le CEO de l'entreprise Supermarché.mg. Dans cet échange, il nous fait part de son long périple entre ses études en France et son retour à Madagascar en faisant un bref passage au Vietnam. Et surtout, il nous raconte comment il a fait pour passer de développeur dans un grand groupe en France à dirigeant d'une entreprise dans la grande distribution à Madagascar. Il nous fait aussi part de ses motivations qui l'a poussé à revenir à Madagascar et il livre de précieux conseils, notamment aux personnes issues de la diaspora qui souhaiteraient revenir à Madagascar, des conseils qui sont basés sur sa propre expérience. Et enfin, je dirais que si en cette rentrée, vous avez besoin d'un coup de boost, d'un coup de pied aux fesses pour vous remotiver pour la reprise, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de l'épisode, car à la fin, Manchan nous livre des messages assez impactants et qui, selon moi, amènent beaucoup à réfléchir. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à l'épisode. Bonjour Manch. Bonjour Myrène, comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Très bien aussi. Un retour de vacances. Oui. En pleine forme. Et d'ailleurs, merci beaucoup de m'accorder ce temps juste après vos vacances. J'imagine que c'est toujours un peu compliqué la reprise, donc merci beaucoup et merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter aux personnes qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore? D'accord. Alors, je suis Manch, Anjiani Tunj. Euh, j'ai- je, je suis un passionné de la technologie. J'ai été informaticien de métier pendant pas mal de temps. Euh, je suis revenu à Madagascar en 2016 pour travailler d'abord dans une entreprise familiale. Qui fait du liquide vaisselle. Donc, vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec la tech, mais je vous expliquerai plus tard pourquoi c'est quand même un peu lié. Et après ça, j'ai créé Supermarché.mg. Je m'y suis consacré à plein temps au tout début de l'année 2020. Donc voilà un peu plus d'un an et demi. Et donc c'est quelque chose qui me passionne et j'espère vous partager un petit peu de cette passion pendant ces quelques minutes. Hmm. Vous avez toujours été un passionné de la tech ou comment vous avez découvert? Déjà de base, je suis un petit peu passionné de tout ce que je fais. Hmm. Et, et la tech, c'était un petit peu, avant, c'était un petit peu le bricolage. Je me rappelle, une fois, ma mère m'avait acheté un petit jeu avec des petits branchements électroniques. Et puis, lorsqu'on mettait les trucs comme il fallait, ça faisait un petit transistor, ça captait les chaînes de radio. Et Mhm. c'était des choses qui m'intéressaient vachement. Et puis, un jour, j'ai vu dans un bouquin de physique du code informatique qui permettait de... Alors, c'était quoi? Ça permettait de calculer la résistance totale de plusieurs composants qui ont chacun une résistance, donc Mhm. suivant que c'était en série ou en parallèle. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est magique. En fait, on écrit des trucs et l'ordi comprend et il fait le calcul à notre place tout le temps. Et c'était là où j'ai eu le déclic. Donc, Mhm. à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'apprendre un petit peu tout seul, sans Internet. Du coup, c'était un peu une époque un peu différente. C'était un petit Mhm. peu difficile. Mais justement, c'est là où je me dis, c'est de la passion parce que j'ai tout de suite accroché et j'ai appris un petit peu tout seul avec des très vieux langages de programmation. Et ça ne s'est pas arrêté. Donc, c'est devenu ensuite mon métier. D'accord. Et du coup, c'est pour ça après que vous êtes venu en France pour les études, c'est ça? Parce que j'ai regardé un petit peu votre profil Exactement. LinkedIn. Oui. Oui, oui, oui. Donc, j'ai fait des études d'informatique, hein, sans surprise, donc de Mhm. l'informatique de gestion.
Et ensuite, j'ai travaillé donc en tant que développeur dans plusieurs entreprises. Il y a eu quelques banques. Euh, il y a eu Criteo, qui est une entreprise qui fait de la publicité sur Internet. Donc, c'est un peu un géant de la tech française. Et c'est là où vraiment j'ai appris, on va dire, les choses un petit peu complexes de la programmation. Mhm. Et du coup, pendant tout votre parcours donc de Madagascar en France, est-ce que vous avez des personnes qui vous ont accompagné ou en tout cas qui vous ont inspiré pour, euh, pour devenir, on va dire entre guillemets, la personne qui vous êtes aujourd'hui? Alors, je pense que la première personne qui m'a vraiment forgé et qui a fait que je suis comme je suis, c'est d'abord ma mère. Hmm. Euh, Parce que alors ma mère, c'est une femme, c'est, je dirais, une battante. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de féminisme, de ah, les femmes ne sont pas bien représentées, tout ça. C'est des choses qui Mhm. me passent complètement à côté parce que ma mère, elle s'est toujours battue. Elle a été chef d'entreprise pendant 30 ans. Elle a dirigé des centaines d'hommes pendant toute sa carrière. Clairement, elle est pas, elle a jamais eu de problème pour s'imposer où que ce soit. Donc, elle a été un peu mon modèle. Mhm. J'ai malheureusement perdu mon père quand j'étais encore un petit peu jeune. Du coup, c'est ma mère qui m'a formé et qui m'a montré, qui m'a un peu donné, qui a cultivé cette envie, cet amour pour l'entrepreneuriat et aussi qui m'a montré un peu le goût du résultat qu'apporte un travail acharné. Mhm. C'est-à-dire, j'ai grandi avec plein de petits dictons en malgache que j'ai oubliés d'ailleurs, mais en gros, l'idée, c'était ben, bosse à fond tant que tu peux bosser, parce qu'à un moment, il y aura un truc qui fera que tu pourras plus travailler, et là, quoi que tu fasses, c'est foutu. Et du coup, c'est resté dans ma tête, et c'est ça, je pense, c'est un peu cet état d'esprit que ma mère m'a inculqué, parce que de base, je suis un peu paresseux, j'ai du mal à me lever le matin, j'ai des trucs comme ça, mais elle m'a, petit à petit, elle a réussi comment dire, me mettre un peu le feu aux fesses, quoi, c'est-à-dire me faire bouger. Et donc, voilà, donc j'ai eu ma mère. Et ensuite, dans ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de gens assez exceptionnels. Alors, je vais pas les citer un par un, mais j'ai eu, euh, j'ai eu en particulier un monsieur qui s'appelait Michel Brisset. Et donc, ce collègue, en fait, était un technicien, mais qui avait aussi une incroyable capacité à s'exprimer et et à entraîner les gens avec lui. Donc, il m'a vraiment apporté quelque chose qui me dit, bah, tu peux être un super techos, mais tu peux aussi apprendre à parler, apprendre à convaincre les gens, apprendre à rassurer les gens, et ça va t'amener loin. Et donc, c'est un peu grâce à ce genre de modèle, finalement, que j'ai réussi à, tout en gardant ma passion pour la tech, bah, j'ai pu très rapidement m'adapter à des postes qui n'ont rien à voir, finalement, à ce à quoi ni ma formation, ni mon expérience m'avaient préparé. Et d'ailleurs, oui, comme vous dites, justement là, ça fait la belle transition parce qu'on a beaucoup cette image de les informaticiens, c'est des geeks, ils parlent pas, ils sont dans leur coin. Et, euh, et en fait, finalement, comme vous dites, voilà, on se contente, on n'a pas besoin de se cantonner à ça, on peut être qui on veut être quand on s'en donne les moyens. Donc, c'est super Ouais, tout intéressant. à fait. Mm. Ok. Et donc, vous me dites que vous êtes revenu à Madagascar en 2016. Vous êtes resté combien de temps en France, du coup, entre vos études et Criteo? Alors, je suis arrivé en France en 2000, je crois, ouais, en Mhm. 2000, l'année 2000. Donc, j'ai fait mes études jusqu'en 2004 à peu près. Et à partir de 2004-2005, j'ai travaillé en tant que salarié à plein temps. Et donc, jusqu'en 2000, c'est 2012, je crois. Ouais, je crois que c'est jusqu'à fin 2012, en fait, j'étais salarié en France. Donc Mhm. voilà, sur les 12 ans, donc j'ai fait 4 ans d'études et 8 ans de salariat. Et ensuite, j'ai fait une petite étape qui était un peu, c'est pas farfelu, mais je veux dire, c'est arrivé un peu sans que je l'ai calculé.
j'ai eu l'opportunité de travailler au Vietnam. C'était une opportunité en or parce que c'était mon employeur de l'époque, donc Criteo, qui me proposait de, d'aller au Vietnam pour ouvrir un bureau de Criteo au Vietnam, un bureau de tech. Après à peu près 25 secondes de réflexion, ma femme et moi, on s'est dit qu'on allait y aller parce que c'est super. En fait, c'est du salariat. Il n'y avait aucun risque à titre personnel parce que Mm. l'entreprise prenait tout, mais absolument tout en charge, hein, y compris les impôts et tout. On avait des salaires qui étaient indexés aux salaires français, mais dans un pays où quand même le coût de la vie est Ouais. carrément moins élevé. Et donc voilà, on est passé par le Vietnam. Donc on y est resté 3 ans. Et donc c'est après ces 3 années au Vietnam qu'on est rentré à Madagascar en 2016. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à revenir? Parce que, on va pas se mentir, hein, je pense que quand on arrive en France ou même juste en dehors de Madagascar, surtout en Europe, on est habitué à un certain confort de vie, entre guillemets. Et même au niveau au-delà du confort de vie, c'est le rythme de la vie. Enfin, c'est pas la même chose, en fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir et comment vous avez fait pour vous adapter à revivre à Madagascar une fois sur place? Alors, moi, j'avais deux choses. Déjà, j'avais l'envie de retrouver un petit peu ma famille à Madagascar, en particulier ma mère. Donc, j'avais cette envie de pas rester trop loin d'elle tout le temps, quoi, parce que voilà, on se dit les parents, bon, j'espère qu'elle va être encore avec nous pendant les 50 prochaines années, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que nos parents vont partir, et donc moi, je voulais pas me retrouver à apprendre à distance que voilà, ben, ça y est, ma mère est partie Mm. et je peux pas la revoir. Donc j'avais envie de retrouver ma mère. Donc j'avais ça comme première motivation. J'avais aussi une autre motivation. Alors c'est un petit peu compliqué. Euh, Madagascar, alors c'est mon pays. J'ai grandi à Madagascar. Mais il y a quelque chose, peut-être que Madagascar a fait pour moi, qui est un petit peu plus incroyable. C'est qu'en 91, j'avais eu une maladie assez grave et en fait, c'était foutu. C'est-à-dire que c'était incurable à Madagascar. Et à force de recherche, ma mère avait réussi à trouver un financement donc, qui provenait du gouvernement qui me permettait de me faire soigner en France pendant 1 an aux frais de Madagascar. Donc Ok. finalement, j'avais une espèce de dette un peu morale où je me dis, bah, non seulement c'est mon pays, mais en plus, bah, finalement, malgré tous les défauts qu'on peut y trouver, bah, ce, ce pays, elle m'a quand même permis de me soigner à une époque où vraiment j'en avais besoin. Mhm. Et bah là, je me sens bien, je suis guéri et j'ai envie de payer un peu ma dette. C'est ce que je fais un peu depuis 2016, de payer plein d'IRSA et plein d'impôts et de TVA pour le pays. Alors, soit Mhm. directement avec mes propres revenus, soit bah, indirectement avec les taxes et les taxes des entreprises dans lesquelles je travaille. Donc Mhm. voilà, ça c'est alors c'est hyper personnel, hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu cette chance. Moi, j'ai eu ces deux chances-là. Et Mhm. je pense que ce financement de Madagascar pour ma santé et ma survie, finalement, bah, ça a quand même vachement contribué à mon envie de, de contribuer à mon tour pour essayer de faire avancer Madagascar. Donc, Et voilà les raisons. Et puis, alors, mhm. comment je me suis adapté? Alors, l'adaptation, c'est quand même facile. C'est facile, pourquoi? Parce que déjà, j'ai vécu à Madagascar pendant 18 ans avant de Mhm. partir en France. C'est quand même pas si dur que ça. Le retour, bah, une fois que vous trouvez du travail, bah, vous bossez, et puis voilà, euh, évidemment, tout est un peu différent. Les salaires sont très bas, mais après, les niveaux d'expérience, de formation, de motivation aussi sont un peu proportionnels à ça. C'est-à-dire que vous avez tout et n'importe quoi. Et donc, voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont différentes, on va dire, de la France ou même du Vietnam. Mais au final, on s'adapte très bien. Et voilà, on avance, quoi. Mhm. Et donc là, vous me parliez que donc avant supermarché.mg, vous étiez à la tête d'une autre entreprise. Alors sur LinkedIn, je vois que ça s'appelle Niv SA.
c'est ça? Oui, ça s'appelle, oui, tout à fait, ça s'appelle Nivoisa. Mhm. C'est une entreprise qui crée le leader des produits d'entretien à Madagascar. Donc, c'est une marque locale qui s'appelle Nickel. Ok. Donc, c'est surtout connu pour le liquide vaisselle. C'est le numéro un dans les liquides vaisselle. Ça fait aussi de la lessive et plein de produits pour nettoyer la maison. C'est une expérience pour moi qui a été extrêmement enrichissante parce que du coup, j'ai été classé à la direction de l'entreprise. Donc pour moi, c'était un poste complètement nouveau. C'était plus de l'informatique seulement ou même très très peu d'informatique, mais c'est diriger une entreprise, faire du recrutement, faire les achats, développer les ventes. Et surtout, c'est une entreprise industrielle. Donc, il y avait toute une dimension qui est vraiment à des années-lumière de mon ancien travail. Il y avait une usine, il y avait de la fabrication, du conditionnement, du travail à la chaîne. On a mis en place du travail de nuit, des choses comme ça où vraiment, c'est des choses que je ne savais pas que ça existait. Mais c'était super enrichissant parce que ça m'a permis de découvrir comment une entreprise fonctionne. Mhm. C'était une entreprise dirigée par ma mère, donc du coup, qui marchait bien, qui n'a jamais été en perte depuis les 20 années d'existence de l'entreprise, même pendant une crise politique. Donc c'était vraiment une entreprise, c'est une espèce de Rolls-Royce qui tourne très bien. Donc pour moi, ça a été un super, j'ai envie de dire, ma mère va pas aimer quand elle va entendre ça, mais c'est un super terrain de jeu parce que Mhm. quand vous avez une voiture qui roule très bien, ce que vous avez envie de faire ensuite, c'est d'appuyer à fond sur l'accélérateur, changer les logos, créer de Ouais. nouvelles gammes, diversifier toutes les activités, optimiser les process pour que tout aille plus vite, que ça coûte moins cher avec une meilleure qualité. Alors, comme je suis informaticien, donc évidemment, on a mis en place tout ce qui manquait d'un point Mhm. de vue gestion, comment dire, dématérialisée. Donc, on a automatisé plein de choses. On est peut-être la seule entreprise, par exemple, à Madagascar, qui traite de manière automatisée les bons de commande des supermarchés. Mhm. Ça, pour une entreprise, parce que c'est pas une énorme entreprise, hein, il y a 80 personnes. À l'époque, il y avait 80 salariés, je crois. Et, euh, et donc, mettre en place un ERP et mettre en place à Madagascar un système de traitement automatisé des bons de commande des supermarchés, ça n'existe pas. C'est juste ça n'existe pas parce que personne n'est outillé pour faire ça. Donc, nous, on a pu le faire parce que j'étais informaticien et que je voulais absolument le faire, parce que je ne supportais pas que des gens passent en fait des journées à ressaisir des bons de commande. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, un supermarché, il passe des commandes toutes les semaines. Et, Mhm. euh, donc, les supermarchés, c'est à Madagascar, c'est potentiellement 100 ou 150 magasins qui vous envoient un bon de commande de 30 lignes toutes les semaines. Donc, ça fait plein, Mhm. plein, 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 plein de lignes qu'il Mhm. fallait ressaisir une par une. Et il y avait des fautes et des choses comme ça. Donc, sans aucune intervention des chaînes de supermarchés, on a réussi comment on appelle ça, à interpréter automatiquement les commandes des supermarchés. Donc, quand ils envoyaient une commande, ils avaient une confirmation à 3 minutes après qui dit OK, Instantané. c'est enregistré, vous allez être livré demain. Et voilà, ça a permis de gagner beaucoup de temps et de minimiser les erreurs. Donc voilà, c'était une expérience très enrichissante aussi. Et comment on fait du coup pour passer d'une entreprise qui vend on va dire, des produits, comment vous l'appelez, on va dire, en tout cas niveau SA à supermarché.mg en 4 ans du coup? Ouais, ouais. Alors, Mm. je suis resté 4 ans, voilà, chez Nivoisa. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je voulais créer, je voulais continuer dans ma modernisation de l'entreprise. Et donc, je me suis dit, je vais vendre du nickel en ligne, donc du liquide vaisselle en ligne. Donc, j'ai Mhm. essayé, puis ça marchait pas trop. Enfin, ça marchait pas du tout, pour être plus précis. Donc, ça marchait pas du tout. J'arrivais à convaincre personne. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est hyper dur. Il y avait un double problème, c'est que personne ne va faire ses courses pour acheter du liquide vaisselle. Déjà, de base, vous ne sortez pas de la maison en vous disant, je vais acheter du liquide vaisselle. Mm. Le liquide vaisselle, c'est un espèce de produit,
c'est un peu annexe, quoi. C'est-à-dire, vous sortez parce que vous avez plus de pain, parce que vous avez plus de riz, parce que vous avez plus d'huile, mais vous Mhm. sortez pas pour du liquide vaisselle. Si vous n'avez pas de liquide vaisselle, sans déconner, vous grattez un peu le fond du machin, vous remettez un peu d'eau et puis vous faites en sorte que ça tienne jusqu'à vos prochaines courses. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'était mon premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est juste la difficulté du changement, convaincre les gens d'acheter en ligne. Donc voilà, j'avais un double problème. Non seulement le produit que je vendais n'était pas suffisamment indispensable pour convaincre les gens d'acheter en ligne. Et puis deux, acheter en ligne, c'était déjà une autre histoire parce que l'Internet coûte cher, les gens sont pas habitués, ils n'ont pas confiance, ils aiment bien parler avec des gens. Il y a tout un tas de paramètres. Et donc, l'arrivée de supermarché, bah, c'était un peu la suite de ça, c'est que je me suis dit, j'ai deux problèmes. Bon, bah, le liquide vaisselle, je peux pas changer parce que c'est le cœur de métier de l'entreprise, donc bah, je dois vendre du liquide vaisselle. Mais je me suis dit, pour pouvoir vendre du liquide vaisselle, bah, je vais essayer de vendre du riz. Parce que le riz, pour le coup, c'est un produit de première nécessité, c'est le cœur de l'assiette des Malgaches. Mhm. Et donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de proposer quelques produits incontournables. Donc, il y avait de l'huile, du riz, on avait fait du miel. Et donc, voilà, on avait créé une dizaine de produits comme ça. Et on s'est dit, bah, on va essayer de vendre ça. Euh, et aussi voilà, pour que ce soit pas trop affilié à Nickel, on va créer un autre site web. Et donc, à l'époque, ça s'appelait moura.mg. Donc, Mhm. Moura qui signifie bon marché. Mhm. Et donc, j'ai créé Moura.mg comme ça, dans le but premier était de vendre du liquide vaisselle. Et donc là, ça a commencé à marcher. C'est-à-dire que contre toute attente, il y avait quelques personnes qui achetaient du riz avec du nickel, et parfois même malheureusement du riz seulement et pas de nickel. Oui. Et, c'était ça le déclic, c'est que, ben, ok, donc le fait de rajouter d'autres produits qui sont incontournables, ça fait que les gens achètent. Ça semble marcher. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a rajouté des produits, et on n'a fait que rajouter des produits. Euh, et puis à un moment, ça me prenait tout mon esprit, tout mon temps, et je me suis dit que ça irait mieux si je me mettais à plein temps dessus. Et donc, c'est ce que j'ai fait en janvier 2020, où j'ai complètement arrêté Nickel. Du coup, ma mère a repris de nouveau la direction de l'entreprise. Mhm. Euh, et moi, je me suis consacré à supermarché.mg à plein temps. Et c'est comme D'accord. ça que s'est fait la transition. D'accord. Et comment ça se passe aujourd'hui? Parce que moi, je pense que jusqu'à maintenant, tout ce qui est connexion Internet, c'est pas tout le monde qui y ont accès. Et même, enfin, je sais pas comment se passe du coup comment ça se passe du coup pour le paiement, mais Mhm. comment du coup, enfin, ce service-là est accueilli par les Malgaches? Alors, les Malgaches, je pense que c'est un peu comme partout, le marché est segmenté. C'est-à-dire que il y a une partie de la population qui est très avant-gardiste et demandeuse, donc qui ont juste utilisé le service dès que ça marchait. Ils ont, Mhm. ils ont commandé des vrais produits et vraiment ils s'y sont mis sans trop d'efforts de notre part. Mais Mhm. c'est une toute petite frange de la population qui est un petit peu aisée, qui justement n'a pas les problèmes pour lesquels acheter de la connexion Internet n'était pas un problème. Après, il y a il y a une partie, je ne sais pas trop estimer, mais il y a une petite partie de gens extrêmement réticents, c'est-à-dire que ils ne veulent pas parce qu'ils n'aiment pas le coût des frais de livraison additionnels. Ils ne veulent pas parce qu'ils trouvent ça compliqué d'aller chercher les produits en étant obligé de taper maïs pour chercher le maïs, taper riz pour chercher le riz. Après, il y a une grosse masse au milieu qui est un peu indécise. Et en fait, c'est cette masse-là, en tout cas, que nous, on essaye de viser, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas spécialement enthousiastes, mais qui, lorsqu'on leur propose quelques raisons d'essayer, eh ben, essayent. Euh, et donc, pour le coup, c'est un travail difficile. C'est du vrai marketing au sens étude de marché, analyse des besoins et puis tentative. C'est-à-dire que je n'ai malheureusement pas je n'ai pas la science exacte pour le moment pour savoir comment faire pour convaincre cette masse
principal de consommateurs à Madagascar. Mais ce que je sais, c'est que ça progresse. On progresse petit à petit. On a de plus en plus de gens qui se convertissent, qui essayent le service. Et nous, on espère trouver les petites astuces pour gagner, pour convaincre de plus en plus de gens. Le coronavirus nous a aidés. C'est-à-dire qu'en 2020, quand il y a eu le confinement, on a eu des pics de consommation, hein, comme un peu partout dans le monde pour la vente en Mhm. ligne. Mhm. On a eu des pics de consommation parce que les gens ils étaient coincés, ils n'osaient pas sortir de chez eux. Donc même s'ils ne voulaient pas, le seul moyen finalement de trouver du riz sans risquer de se faire contaminer, c'était par nous. Donc, on a eu ça. Alors, le petit effet négatif, c'est que ça nous a permis aussi d'avoir 10 nouveaux concurrents qui se sont créés en l'espace de Purée. 6 mois. Bon, ça, c'est normal. Hein, on est dans un marché ouvert. Il y a beaucoup d'espace à prendre. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est plus facile de se battre contre des concurrents que de se battre contre la résistance au changement. Mhm. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est plus facile de me dire, voilà, j'ai trois concurrents sérieux qui ont beaucoup de moyens marketing. Moi, je sais me battre contre eux, même avec moins de moyens. Mais par contre, me battre contre la masse des gens qui ne veulent pas Oui. essayer, ça, c'est extrêmement dur. Être le seul à dire vous savez, en fait, même si ça a l'air compliqué, en fait, en 15 minutes, c'est bouclé. Alors que Mhm. si vous allez faire vos courses en vrai, en 15 minutes, vous n'êtes même pas arrivé à la moitié du chemin pour aller au supermarché. Et donc, vous gagnez 1 ou 2 heures euh, lorsque vous passez vos courses en ligne, lorsque vous faites vos Mhm. courses en ligne, par rapport à aller sortir, même si le supermarché est à soi-disant 10 minutes de chez vous, ça n'est jamais 10 minutes. Le temps que vous sortiez de la voiture, les 10 minutes sont déjà écoulées parce que voilà, il y a le fait de sortir, prendre les cabas, prendre les trucs. Mais cet argumentaire, être le seul à le dire, c'est vraiment c'est épuisant. Donc là, le fait qu'on ait quelques concurrents, moi, je pense qu'au final, on y gagne. On y Mhm. gagne à être plusieurs, finalement, à vendre les courses en ligne. Et puis, après, chacun récoltera une partie du marché et Mhm. C'est le on jeu. essaiera de faire en sorte qu'on en ait un petit peu plus que les autres. J'espère pour vous, en tout cas. Le reste, ça sera. Et du coup, la supermarché.mg, vous livrez dans tout Madagascar ou encore, c'est encore juste sur Tana pour l'instant? Alors, on livre dans tout Madagascar, mais seulement les produits non périssables. Hmm. C'est-à-dire que tout ce qui est légumes, viande ou yaourt, ou ce genre de produits qui ne se conservent pas du tout, on ne les livre qu'à Tana pour le moment. Mhm. Mhm. Par contre, tous les produits en boîte, donc les briques de lait, l'huile, le riz, tous ces produits qui sont secs et non fragiles, on les livre partout. Ok. Et c'est quoi votre ambition pour la suite, du coup, pour votre entreprise? Alors, l'ambition pour moi, pour les quelques prochaines années, c'est de devenir vraiment un acteur majeur Mhm. à Madagascar. Donc, d'ici 3-4 ans, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une part significative des courses, pas juste en ligne, mais des courses tout court, c'est-à-dire que d'avoir en tout cas une part significative euh, de gens qui vont faire leurs courses de manière régulière chez nous. Donc c'est pas forcément de viser d'avoir des milliards de chiffres d'affaires, mais par contre d'avoir une vraie base client qui se développe et quand même d'être dans tout le pays. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est que ce qu'on fait ici à Tana fonctionne bien. Et le challenge, justement, c'est de réussir à répliquer ça dans les autres villes pour Mhm. qu'on ait à peu près le même niveau de service dans tout le pays. Parce que nous, on reste persuadés que supermarché.mg aide, alors ça aide le client, mais ça aide aussi les fournisseurs. C'est-à-dire que euh, tous les vendeurs de légumes avec qui on travaille, finalement, ils se mettent à payer des impôts, un peu contre leur volonté, mais on paye des Mhm. impôts pour eux. Donc, ils rentrent finalement dans le circuit
comment on appelle ça, le circuit légal, le circuit officiel. Ça Mhm. n'est plus de la vente au noir sans facture, c'est des achats et des ventes avec facture, c'est des prévisions de vente. Et ça, pour eux, ça change tout parce que le dilemme du paysan qui vend alors peut-être pas les carottes, mais il y a certains légumes qui ne se conservent qu'une journée. Et donc, ils sont toujours en train d'hésiter entre j'emmène 10 kilos ou j'emmène 20 kilos aujourd'hui parce que s'ils emmènent 20 kilos, mais que finalement ils en vendent que 5, ils ont 15 kilos de perte sur les 20 et c'est foutu, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien gagné de la journée. Alors que nous, justement, on a cette capacité, comme c'est des commandes qui sont passées la veille pour le lendemain, on a cette capacité de leur envoyer l'information précise de ce qu'on veut pour demain matin. Et du Mhm. coup, ça leur permet d'avoir moins de pertes et d'avoir des revenus un petit peu plus réguliers. Donc, D'accord. voilà un petit peu notre ambition. Donc, être disponible partout à Madagascar, avoir une part significative du marché des courses, que Mhm. ce soit physique, hein, que ce soit en ligne ou en magasin, et surtout être cet acteur qui aide tout les micro-entreprises, les producteurs, les agriculteurs, Mhm. les aider en fait à formaliser leur activité et avoir des revenus qui soient décents et récurrents et un Mhm. peu prévisibles. Voilà. Et sinon, est-ce que, alors c'est une question purement intéressée pour le coup, mais Oui. est-ce que les personnes de l'extérieur, ils peuvent acheter aussi sur le site pour une livraison, je sais pas, moi par exemple, si je veux faire livrer des courses à mes parents qui sont à Fianarantsoa, est-ce Oui, que c'est possible ou pas? tout à fait, tout à fait. Et il y a D'accord. beaucoup, on a, alors à un moment, quand le coronavirus était un petit peu plus, on va dire, quand il y avait plus de confinement et de choses comme ça, on était carrément à 40% de nos chiffres d'affaires, de notre chiffre d'affaires, qui étaient des gens comme vous, comme ce que vous Mhm. venez de décrire. Donc, c'est vraiment, c'est une partie significative de notre chiffre d'affaires. Euh, et du coup, là, si vous aviez, on va dire, une chose à retenir de votre parcours d'entrepreneur, à commencer par Niveau SA et ensuite supermarché.mg, si vous deviez juste retenir une chose, qu'est-ce que qu'est-ce que vous retiendrez? Et ben moi, je dirais, moi, ce que je retiens en tout cas de mon parcours, c'est que j'ai toujours un peu fait ce que j'aimais faire. C'est-à-dire que même si ça n'était plus de l'informatique, que c'était du liquide vaisselle, ou maintenant, finalement, on est quoi? On est une espèce d'épicerie. C'est pas du tout ma passion, l'épicerie, mais, euh, mais par contre, j'ai fait ce que j'aime, et ce que j'aime, c'est la technologie. Donc, j'ai utilisé cette chose que j'aimais pour me différencier des autres. Mhm, Supermarché.mg a pris de l'avance par rapport aux concurrents parce que ben, on a été les premiers à permettre le paiement par carte bancaire. On a été les premiers à intégrer notre catalogue sur Facebook. On a été les premiers, on est les seuls même aujourd'hui à proposer des frais de livraison qui soient vraiment proportionnels au poids des produits qui sont achetés. De sorte que mhm, quand vous achetez un tout petit truc, et ben les frais de livraison sont vraiment ridicules, hein. On parle de 10 centimes d'euros, par exemple, en mhm, montant minimum. Donc finalement, moi, c'est ça que je retiens, c'est euh, le sujet n'importe pas tant que ça, mais c'est qu'est-ce qui te plaît à toi et applique-le à ce que tu fais et là, tu vas forcément faire quelque chose de bien parce que bah, tu aimes tellement ça que personne va te rattraper dans ces domaines-là. Donc mhm, moi, mes concurrents, ils vont me rattraper sur d'autres domaines qui me plaisent moins. Ils seront peut-être meilleurs en marketing, ils seront peut-être meilleurs dans certains domaines, mais ils vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me rattraper dans la tech parce que c'est ça que j'ai dans mes tripes, en fait. Et, mhm, donc moi, c'est ça que je retiendrai. Donc que ce soit du liquide vaisselle, de l'épicerie ou de la construction, mhm, voilà, cherchez ce que vous aimez et appliquez-le à ce que vous faites. mhm. Ok. Et sinon, est-ce que vous avez un message aux personnes qui nous écoutent, déjà aux personnes qui peut-être comme vous, ont fait leurs études en France et qui Mhm. souhaiteraient revenir à Madagascar, mais qui ont peur ou qui n'osent pas pour diverses raisons. Est-ce que vous avez un message Mhm. pour ces jeunes, pour ces personnes-là?
Oui, j'ai un message. Bon, le pays a besoin de, de matière grise, mais je ne vais pas utiliser cet axe-là. Moi, je vais dire deux choses. Si vous voulez rentrer à Madagascar, il y a deux choses à faire en fait. La première chose, pour bien se sentir, mettez de côté un an de salaire. Si vous avez moins d'un an de salaire, n'allez pas à Madagascar et n'allez nulle part d'ailleurs. Ne faites rien si vous n'avez pas un an de salaire. C'est le premier, pour moi, c'est vraiment le premier critère. C'est faites en sorte d'avoir un an de salaire. Et parce que tant que vous n'avez pas un an de salaire, vous allez être en mode, vous allez avoir peur d'avoir faim. Et quelqu'un qui a peur d'avoir faim ne choisit jamais les bonnes décisions pour entreprendre ou autre chose. Ça, c'est le premier point. Le Mhm. deuxième point, euh, ça serait de se rappeler qu'en fait, il est tout à fait possible de rentrer à Madagascar sans entreprendre. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un truc bizarre, c'est relou, c'est stressant, ça ne rapporte pas d'argent. Juste la petite histoire, un mois de 2000 à il y a un mois et demi, j'avais pas de salaire. Donc moi, Mhm. j'avais pas besoin d'un an de salaire, j'avais besoin de 2 ans de salaire, sinon je me retrouvais sur la paille. Donc heureusement que je les avais. Mais voilà. Donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment relou et il faut pas se forcer. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités en ce moment à Madagascar pour les gens qui ont une tête bien faite, qui sont passionnés et qui sont experts dans leur domaine. Ne cherchez pas à être manager, hein, manager de machin chouette, ça sert pas, ça sert à rien. Enfin, si, ça sert un peu, mais ce que je veux dire, c'est que soyez expert dans des domaines très divers. Voilà, si vous êtes expert si vous êtes un architecte, par exemple, ne cherchez pas à monter un cabinet d'architecture et de gérer 10 architectes, machin. Non, soyez le meilleur architecte de la Terre. Et ensuite, allez à Madagascar et proposez prenez des chantiers et faites rayonner le savoir-faire malgache avec vos réalisations. Donc, soyez experts. Et, et donc, à Madagascar, il y a beaucoup d'opportunités pour être salarié. Vous pouvez gagner 2000, 3000 euros par mois à Madagascar si vous avez un peu d'expérience à l'étranger. Donc, ça peut sembler ridicule hein, par rapport à des salaires que vous pouvez avoir lorsque vous êtes en France, mais n'empêche, 2000 ou 3000 euros à Madagascar, c'est des salaires de ministre, quoi. C'est-à-dire, Mhm. vous pouvez vraiment très bien vivre avec 2000 euros à Madagascar euh, sans aucun problème. Donc voilà, il faut se garder, il faut se dire que voilà, l'entrepreneuriat n'est pas l'unique moyen de rentrer à Mhm. Madagascar. Mhm. Donc voilà les deux messages que j'ai envie de dire. Voilà, mettez de l'argent de côté, un an ou deux. Et l'entrepreneuriat, c'est bien si vous aimez, mais si vous aimez pas, Mhm. pensez au salariat. Mhm. Et sinon, vous dites, enfin, tout le long de l'interview, vous disiez que vous agissiez beaucoup par passion. Et c'est ce qui fait que, Oui. ouais, voilà, c'est ce qui fait, entre autres, que vous en êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous direz, vous, aux personnes qui, il y a quelque temps, par exemple, j'ai eu une interview avec une jeune femme qui disait que il y avait certaines personnes, parfois des jeunes malgaches, qui peut-être allaient occuper des emplois d'opérateurs, par exemple, parce que et que ça ne potentiellement ça ne pouvait pas forcément leur plaire, mais Mhm. ils se sentaient obligés de le faire parce que voilà, pour ramener à manger à la maison. Qu'est-ce que vous direz à Mhm. ces personnes-là voilà, qui sont tellement dans le besoin, qui du coup on oublie un peu leur passion et qui se sentent un petit peu emprisonnés, ouais, on va dire ça, Ouais. emprisonnés dans leur quotidien. Alors moi, je vais dire une chose à ces personnes. Euh, la première chose, c'est que dans un travail, il y a toujours plusieurs étapes. Quand vous travaillez euh, dans une entreprise, par exemple, vous êtes opérateur téléphonique. Le truc hyper relou où vous prenez des appels téléphoniques toute la journée, vous avez un script à suivre et la personne gueule en face, mais vous devez répondre un petit peu sans réfléchir. Vous pouvez vous dire, ouh là là, mon travail est vraiment nul, ça ne sert à rien. Mais en fait, ça n'est pas vrai. Lorsque vous avez toute la journée des gens qui crient sur vous et que vous apprenez, on vous donne des scripts pour vous aider, mais que vous apprenez à gérer des personnes en colère qui vous parlent, mais c'est un savoir-faire
unique. Je veux dire, c'est extrêmement important de savoir faire ça, quel que soit votre travail après, parce que des gens en colère, vous allez en avoir, des négociations, vous allez en faire, quel que soit votre travail. Et si vous savez gérer ces personnes, si vous savez utiliser les bons mots pour calmer les gens, quel que soit leur tempérament, qu'ils soient jeunes, vieux, euh, hommes, femmes, et que vous trouvez les mots, et ben c'est très utile. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quel que soit le travail, ne vous contentez pas de voir à la surface, devenez un expert. Moi, j'ai un ancien collègue qui est chez Nivoisa en ce moment, donc qui a travaillé dans ces, dans ces centres d'appel. Mais aujourd'hui, il est commercial B2B, mais je peux vous dire que lorsqu'il est au téléphone pour parler à qui que ce soit en face, mais il déchire tout. Le mec, il peut crier, il peut lui lancer n'importe quoi. Il avale, il réfléchit, se tourne, il sourit et il trouve la parade. Mais pourquoi? Mais parce qu'il a fait ça pendant des années. Pendant Mhm. des années, des gens ont crié sur lui, sur des choses finalement pour lesquelles il ne pouvait rien faire, parce que c'est pas de sa faute si SFR, le réseau marche pas à Aubervilliers, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 Et oui. finalement, il a appris à avoir ce recul. Donc, il ne s'est pas contenté de suivre les scripts bêtement, il a appris à comprendre les gens, à comprendre les messages des gens, et il a appris à répondre de manière appropriée. Et aujourd'hui, il l'utilise de manière merveilleuse dans un contexte qui est très différent, où il essaie de vendre du nickel chez, euh, chez des prospects, et Mhm. ça marche très bien parce qu'il a su tirer parti de cette expérience qui, de prime abord, semblait inutile. Donc moi, c'est ça que je dis aux gens. Ne vous plaignez pas. Prenez ce qu'il y a à apprendre dans tous les métiers et devenez expert. Donc moi, je pense que il faut prendre les bonnes choses de toutes les situations qu'on a et il faut apprendre à devenir un expert. Et le deuxième point que je dirais à ces gens, c'est n'oubliez pas que en plus du jour, il y a la nuit. Donc, si vous êtes coincé le jour dans votre boulot de merde, entre guillemets, la nuit, allez sur Udemy et formez-vous. Ne regardez pas des vidéos de chats sur Facebook, suivez des cours sur les sujets qui vous intéressent et devenez expert dans un autre domaine. Mais oui, Mhm. vous avez la chance d'avoir un travail qui est payé tous les mois. Si vous êtes téléopérateur, vous avez peut-être même la chance d'avoir un accès Internet chez vous qui est un peu subventionné par l'entreprise. Donc, profitez-en pour vous former et apprenez quelque chose qui vous plaît et de sorte que ce soit utile pour une entreprise et vous trouverez le travail qu'il vous faut. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vrai... on n'est jamais coincé, on est coincé parce qu'on se met des limites. On pense que bah, moi, je suis juste un opérateur téléphonique. Comment tu veux que je fasse ça? Bah, si tu veux faire autre chose, tu apprends. Mhm. On est en 2021. Moi, j'ai tout appris sur Internet. Hein. J'ai pas fait de formation sur les achats, j'ai pas fait de formation sur la comptabilité, la fiscalité à Madagascar, sur la finance, ou même, j'ai envie de dire, même sur l'industrialisation, tout ce qui concerne les industries. Je veux dire, euh, personne ne m'a dit comment on fait pour acheter des machines qui coûtent 100 000 dollars sur Alibaba avant que je ne travaille pour Nivoisa. Et je l'ai fait tout seul et ça a fini par marcher. Mais on apprend tout quand on veut apprendre. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Mhm. Ne laissez personne vous limiter, quoi. Il n'y a que vous qui pouvez vous mettre une limite. Génial, génial le message de fin. Super. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Surtout merci pour les derniers conseils très pratiques à la fin. C'était, moi je prends De rien. note. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que cet échange vous a plu. Tout au long de cet épisode, Mount nous a parlé de passion. Et ce que l'on peut retenir, c'est que lorsqu'on est passionné, rien ne peut nous arrêter car nous n'avons pas de limite à ce moment-là, sauf si nous nous la fixons nous-mêmes. J'espère en tout cas que les messages à la fin ont fait écho en vous. Moi, pour ma part, je retiendrai le fait de ne pas se plaindre et de prendre tout événement en opportunité pour avancer et faire quelque chose de mieux. Si vous souhaitez retrouver Munch ou en savoir plus sur l'entreprise supermarché.mg, vous retrouverez tous les coordonnées dans les notes du podcast.
Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker et le partager autour de vous ou aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.